Salut Mathilde. Salut! Alors Mathilde Chevalet, tu es docteur en biologie marine, tu as fait une thèse qui s'appelle l'étude des interactions à fine échelle entre les prédateurs de l'océan austral et leurs proies. C'est une thèse que tu as faite entre 2021 et 2024 et aujourd'hui tu es vulgarisatrice scientifique. Alors avec toi, on va faire non pas une, mais deux séries pour Petit Poisson deviendra podcast, une sur les pinnipèdes et une sur les manchots que tu as eu l'occasion de rencontrer pendant ton doctorat. Est-ce que tu peux nous détailler un peu l'intérêt de ton sujet de thèse, pourquoi est-ce que ça s'appelait comme ça et en quoi ça consistait? Alors, j'ai fait mon doctorat donc sur les grands prédateurs de l'océan austral. J'ai travaillé sur l'éléphant de mer, sur l'otarie à fourrure et sur les manchots royaux, donc qui sont trois prédateurs qu'on retrouve un peu partout au niveau de l'océan austral. Alors, l'objectif de mon sujet de thèse, c'était d'étudier leur technique de chasse, tout simplement. Le but, c'était de mieux comprendre comment ces animaux, qui sont assez mystérieux, arrivent à localiser leurs proies dans l'océan, comment est-ce qu'ils arrivent à les capturer, etc. Et le but, c'était de comparer un peu ces trois prédateurs qui sont les trois principaux prédateurs qu'on trouve dans cette zone, donc voir comment différents prédateurs arrivent à capturer le même type de proie. Alors dans cette thèse, tu as utilisé ce qu'on appelle du biologging. Est-ce que tu pourrais juste nous définir très brièvement ce que c'est comme technique? Oui, alors c'est des animaux qui vont chasser en mer, donc ce qui fait qu'on peut pas les observer directement pendant qu'ils chassent. Alors pour essayer de mieux comprendre leur comportement, on va utiliser donc ce qu'on appelle le biologging, donc qui consiste à déployer des balises enregistreuses sur des animaux. Donc une balise, c'est une espèce de petit ordinateur, un peu comme une petite montre connectée en fait qu'on va mettre sur les animaux et qui va enregistrer tout ce que l'animal fait quand il est en mer, donc voilà, sa localisation GPS, sa profondeur de plongée, ses mouvements, son environnement, etc. Alors est-ce que tu pourrais nous raconter depuis quand est-ce que tu t'intéresses aux pinnipèdes et aux manchots, parce que généralement quand tu fais une thèse, tu vas quand même te concentrer sur un sujet tellement précis que c'est plutôt des choses qui vont te passionner ou au moins t'intéresser. Donc est-ce que tu pourrais un peu nous raconter la genèse de cet intérêt pour la biologie marine et en particulier ces animaux-là? Je saurais pas dire d'où vient mon intérêt pour la biologie marine, hein, ça vient vraiment de quand j'étais toute petite. Je regardais beaucoup de documentaires animaliers quand j'étais toute petite. On allait beaucoup dans les aquariums, on allait beaucoup voir les musées d'histoire naturelle. Donc ouais, les animaux, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et j'étais particulièrement intriguée par les animaux marins parce que c'est des animaux qu'on connaît très peu. On connaît très peu ce qui se passe sous la surface des océans. Donc j'ai toujours voulu essayer de comprendre un peu comment ces animaux arrivent à évoluer dans leur environnement. Donc du coup, je me suis vite tournée vers des études de biologie marine que j'ai fait à Brest. Et pendant mon master, j'ai rencontré mon futur directeur de stage puis de thèse qui travaille sur les éléphants de mer. Il était venu nous faire une conférence et ça m'a vraiment passionnée. Donc je l'ai contacté pour pouvoir faire un stage avec lui et donc il m'a offert un premier stage sur les otaries à fourrure. Ce stage a ensuite conduit à un deuxième stage sur les éléphants de mer et ensuite à ma thèse. Donc moi j'avais très envie d'étudier les prédateurs marins de manière générale, donc il se trouve que c'est tombé sur les pinnipèdes et puis les manchots par la suite, donc j'étais vraiment très contente de travailler sur ces animaux. Alors durant ton doctorat, tu as pu aller sur le terrain, tu as été au Kerguelen pendant 3 mois, mais durant tes stages, comment est-ce que tu as fait pour étudier ces animaux? Alors pendant mes stages, je passais mon temps devant mon ordi, j'ai pas eu la chance de faire du terrain pendant mes stages. En fait, j'étudiais tout simplement les données enregistrées par les balises, donc je faisais de l'analyse de données sur mon ordi, ouais. Alors, quand tu t'orientes vers un doctorat, c'est généralement pour devenir chercheur, enseignant-chercheur, mais toi, finalement, tu t'es plutôt orienté vers la vulgarisation scientifique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ce choix et nous décrire quelques-uns de tes projets actuels? Ouais, alors depuis toute petite, j'avais envie de m'orienter vers le métier de chercheur, mais finalement, au cours de ma thèse, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment, c'était la transmission du savoir et l'échange avec le grand public. Donc petit à petit, j'ai participé à de plus en plus d'événements de vulgarisation scientifique, notamment la fête de la science ou ce genre d'événements, et ça m'a vraiment énormément plu. Donc après ma thèse, j'ai décidé de mettre un peu de côté la partie recherche pour justement me consacrer pleinement à la vulgarisation scientifique. Donc aujourd'hui, je suis indépendante et donc je propose des conférences grand public, des ateliers pour les écoles, etc. Tu fais aussi des magnifiques photos, j'ai pu voir que tu avais fait des photos notamment de manchots royaux, ou en tout cas des différentes espèces que tu as vues au Kerguelen, et c'est des choses absolument époustouflantes. C'est une passion que tu cultives depuis longtemps aussi?
Oui, alors mon père est artiste et donc il m'a mis un peu dans le bain depuis que je suis toute petite. Je passais beaucoup de temps à dessiner avec lui et puis ensuite à prendre des photos. Donc je suis assez passionnée par la photo depuis aussi très longtemps. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de partir au Kerguelen, donc ça a été d'un point de vue photographique, c'était vraiment incroyable. Enfin, j'ai vu des espèces vraiment super et les conditions font que voilà, ça donne vraiment envie de prendre des photos. Donc ouais. Super, bah, ça donne tellement envie de voyager et de voir ces animaux. Et justement, je vais te poser cette question suivante. Est-ce que tu envisages de retourner sur le terrain justement pour revoir ces animaux? Et je voulais savoir si c'était important d'être in situ pour rencontrer des animaux qu'on adore, ou est-ce que ça pouvait avoir une autre utilité que ça? Bah alors là, c'est vrai comme j'ai mis de côté un peu la recherche, c'est pas prévu que je reparte sur le terrain pour l'instant. Après, c'est vrai que pendant mon temps libre, j'essaye d'aller dans des endroits où je peux justement essayer d'observer de la faune sauvage le plus possible. Alors pour les chercheurs, c'est vraiment indispensable d'observer les animaux en vrai. Hein. C'est vrai que moi j'ai passé quelques années à travailler sur les animaux avant de les voir en Bien vrai. sûr. Et c'est vrai que quand tu les vois, bah en fait tu comprends plein de choses et du coup c'est vraiment indispensable à la recherche d'avoir ces observations directes d'animaux. Ouais. Oui, en plus, toi, tu as été au Kerguelen, donc c'est des îles qui sont situées un peu en dessous de la Réunion, si je dis pas de bêtises, et c'est des îles qui sont vraiment accessibles uniquement aux scientifiques. Enfin, il y a même pas d'habitants dessus, donc c'est vrai que quand tu fais de la recherche, c'est quand même plus pratique pour avoir accès à ces différentes espèces, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est des îles qui sont situées dans des réserves naturelles, hein, dans la réserve naturelle des terres australes et antarctiques françaises. Donc, c'est des endroits où l'accès est très contrôlé. Hein, donc, voilà, il y a que des scientifiques qui peuvent y aller. Hein, il n'y a pas d'habitants permanents. Donc, ce qui permet vraiment de faciliter le travail, voilà, l'observation de ces animaux. Alors pour finir, est-ce que tu peux nous faire un petit teaser de ce dont on va parler ensemble, et je veux savoir en particulier ce que tu avais hâte de nous faire découvrir. Alors du coup, ensemble, on va parler d'abord des manchots, ensuite Mhm. on parlera des pinnipèdes, donc les phoques, les otaries et le morse. Alors il y a plein de choses à dire, hein. Je pense que ça va être une grosse série. Je pense que ce que j'ai le plus envie de faire découvrir, c'est toute la diversité qu'il y a dans ces familles qui sont voilà extrêmement intéressantes, avec plein d'espèces différentes, plein de comportements voilà qui sont parfois complètement inattendus. Donc voilà, c'est surtout cette grande diversité que j'ai envie de vous faire découvrir dans cette série, ouais. Bah merci beaucoup Mathilde pour cette description de ton parcours. Et ben on va pouvoir directement commencer avec toi sur les manchots. Je voulais commencer notre série par quelque chose d'un petit peu plus large, puisque la plupart des gens en France, ils confondent les manchots avec d'autres oiseaux, les pingouins, et je voulais savoir si tu pouvais nous raconter un peu l'origine de cette confusion. Ouais, alors c'est vrai que les manchots et les pingouins, on a tendance à confondre, mais en fait, ils appartiennent à des familles qui sont super éloignées. Les manchots, d'un côté, ils appartiennent à l'ordre des sphéniciformes et la famille des sphénicidés. En gros, c'est des cousins des pétrels et des albatros, donc qui sont des très grands oiseaux marins qu'on voit surtout dans l'hémisphère sud. Ouais. Alors que les pingouins, donc il y a une seule espèce encore vivante de pingouin qui est le pingouin torda, appartiennent plutôt à la famille des alcidés, donc c'est les cousins des guillemots, des macareux ou des mergules. Et ils appartiennent à l'ordre des charadriformes, qui est un ordre qui va regrouper des oiseaux limicoles comme voilà, les géchasses, les gravelots, et les goélands et les mouettes. Donc en gros, les pingouins, ça va être des cousins un peu éloignés des goélands et des mouettes. Pour faire simple, la différence pingouin-manchot, c'est les pingouins vont voler, alors que les manchots, eux, ne peuvent pas voler. Ouais, et aussi une grosse différence, même si c'est pas tout à fait exact, c'est que d'un côté, t'as les pingouins qui sont plutôt dans l'hémisphère nord, et les manchots qui sont plutôt dans l'hémisphère sud aussi. Oui, c'est ça, ouais. Pour simplifier, si on veut faire simple, les pingouins, on les retrouve surtout hémisphère nord, alors que les manchots vont être majoritairement dans l'hémisphère sud, avec une toute petite exception, qui est le manchot des Galapagos, qu'on retrouve pile au niveau de l'équateur. On va en parler un petit peu plus tard de ce manchot. Il y a aussi des grosses différences morphologiques en fait entre les pingouins et les manchots. Hein. Les manchots c'est beaucoup plus gros, les pingouins c'est assez minuscule. Hein. Mais de toute façon c'est normal puisque c'est comme ça qu'ils peuvent voler en fait.
Ouais, c'est ça. Les manchots, de manière générale, vont être beaucoup plus grands. Alors, on a des manchots tout petits, comme par exemple le manchot pygmée, qui est un petit manchot qui vit au niveau des côtes australiennes, qui mesure entre 30 et 40 centimètres et qui fait seulement 1 kilo. Mais sinon, on a les manchots ont tendance à être beaucoup plus grands, avec notamment le manchot empereur, le plus grand des manchots, qui peut mesurer jusqu'à 1,20 m de haut et peser quasiment 40 kilos. Donc là, c'est vraiment des très gros oiseaux. Ah, c'est immense, ouais. Ouais. Les manchots, ils sont vraiment taillés pour la nage. Ils ont perdu la capacité de voler. Ils sont vraiment faits pour vivre dans l'eau. Ils vont avoir un corps qui va être super fuselé. Ils vont avoir cette posture très verticale qui vont leur permettre d'être très hydrodynamiques. Leurs os vont être très denses. Ils vont être pleins, contrairement aux oiseaux qui ont plutôt les os creux, qui leur permettent d'avoir des os les plus légers possibles pour pouvoir voler. Leurs ailes se sont transformées en nageoires rigides qu'on appelle des palettes natatoires, qui vont leur permettre de se propulser sous l'eau. Ils ont aussi des plumes très rigides qui s'imbriquent un peu comme des tuiles, qui vont former vraiment une couche, une surface lisse, très hydrodynamique. Et voilà, ils ont des pattes très courtes, ils se tiennent debout et ils ont une queue qui leur sert de trépied pour s'équilibrer justement à terre. Alors que les pingouins, eux, vont être beaucoup plus petits. Le pingouin Torda, qui est le dernier pingouin encore vivant, il mesure seulement 30 cm de haut pour un poids qui ne dépasse pas les 500 grammes, 1 kg. Donc eux, c'est plutôt des oiseaux qui sont faits à la fois pour voler et pour nager. Donc c'est des oiseaux qui ont tendance à être beaucoup plus légers, et notamment ils ont les os creux, contrairement aux manchots qui ont les os pleins. Première remarque, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est le côté hyper vertical des manchots, et le fait que, comme en plus c'est des oiseaux, ils vont marcher que sur 2 pattes. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on va souvent associer un petit peu les manchots aux humains, un peu comme des humains, pas forcément dégénérés, mais en tout cas un peu bizarres, un peu maladroits. Et c'est quelque chose qu'on verra notamment quand on parlera des manchots dans la culture. Et je voulais savoir tout simplement comment cette confusion elle a pu arriver entre ces deux oiseaux s'ils sont si différents. Ouais, alors la confusion, elle vient de la ressemblance avec le grand pingouin, qui était donc un alcidé, donc la même famille que le petit pingouin actuel, qui était inapte au vol et qui vivait dans l'Atlantique Nord au 18e, 19e siècle. C'est un oiseau qui a disparu aujourd'hui, qui a disparu autour de 1840. Alors le grand pingouin, son étymologie, ça vient du gaélique pen, qui veut dire tête, et gwyn, qui veut dire blanc. En fait, c'est parce qu'il avait, il avait une tache blanche au-dessus de son œil. Alors quand les premiers explorateurs ont découvert les manchots cette fois, donc dans l'hémisphère sud, ils les ont un peu confondus avec ce grand pingouin qu'ils connaissaient bien, qui vivait donc en Europe du Nord, et ils se sont dit tiens, c'est potentiellement à peu près les mêmes oiseaux, donc on va les appeler de la même façon, donc penguin en anglais. Donc c'est de là de cette confusion. Ouais, ce qui est un peu paradoxal, vu que en fait globalement les pingouins et manchots ils vont plutôt avoir une tête noire. C'est juste que on a généralisé ce nom avec toutes ces espèces qui effectivement se ressemblent un peu morphologiquement, juste à cause d'une caractéristique physique hyper particulière, hyper pointue pour le grand pingouin. Et en fait, petite précision, aux alentours du XVIIIe siècle, on a le naturaliste français Buffon qui a, lui, repéré qu'on avait quand même une différence de famille entre les pingouins et les manchots. Et c'est lui qui a, le premier, donné le nom de manchot à ces oiseaux de l'hémisphère sud, parce que vu qu'ils avaient des toutes petites ailes qui les empêchaient de voler, il avait un peu l'impression qu'ils avaient une sorte de moignons, que c'était pas des vrais oiseaux, d'où cette appellation de manchot. Et j'ai juste à côté de moi Marc qui voulait ajouter quelque chose sur cette confusion en français entre pingouin et manchot. Oui, alors déjà, je suis ravi de vous retrouver. C'est l'occasion de saluer les auditorices et de vous remercier toutes les deux. Alors toi, MJ, les auditorices te connaissent. Et on accueille Mathilde qui a énormément bossé. Donc à ce stade, je te dis déjà merci d'avoir préparé tout ce que tu as fait sur les manchots. Et les auditorices vont pas tarder à s'en rendre compte, tu as aussi beaucoup bossé sur les pinnipèdes. Et donc voilà, l'occasion de faire un petit coucou aux auditeuristes pour parler d'un aspect méconnu de cette confusion qui n'existe qu'en français entre les manchots et les pingouins, et pour dire que cette confusion a été vraiment aggravée par quelqu'un qu'il faut par ailleurs saluer, qui est Albert Ier, qu'on a surnommé le prince savant, le prince navigateur, et qui est l'arrière-arrière-grand-père d'Albert II, le prince de Monaco, le célèbre Albert II de Monaco. Ce prestigieux ancêtre du prince Albert II, donc Albert Ier, encore une fois. Et donc, ce prince savant, ce prince navigateur, il a fait 28 campagnes entre 1885 et 1915. Donc, il a écrit 110 volumes
des résultats de ses expéditions. Il a vraiment apporté des contributions décisives à la science, ce Albert Ier, dans 3 domaines, l'instrumentation, la cartographie, c'était un passionné de cartes. Et donc, pour en venir au fait, c'est que ce prince navigateur, il en avait pas grand-chose à cirer de la différence entre manchot et pingouin. Pour lui, c'était pas important de bien faire la différence entre manchot et pingouin, une différence qui, d'après ce que vous venez de dire, existait déjà. Et dans ses écrits, il a tout simplement perpétué cette erreur magistrale. Et donc, du coup, vu que ce gars était très connu et que ses expéditions faisaient l'objet de beaucoup de relations, d'articles dans la presse de l'époque, eh bien, il a, j'allais dire à son insu, non, c'est pas à son insu, c'est de sa faute. Il a perpétué cette erreur. Et c'est, encore une fois, ce monsieur mérite d'être admiré. J'ai à peine évoqué tout ce qu'il a fait. J'ai oublié de dire que c'est lui qui a voulu construire le fameux muséum océanographique de Monaco. Ça a été le berceau de Jacques-Yves Cousteau, il faut quand même le rappeler. Bref, tout ça pour dire qu'il faut rendre à César ce qui est à César dans tous les domaines, et que ce soit en positif ou en négatif, et que je vois que vous avez de grands sourires, Mathilde et MJ. Donc voilà, moi ce que je voulais dire dans cet épisode, et juste pour faire un petit coucou aux éditoristes, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup Marc. Alors tu as effectivement pointé que la confusion de pingouin et manchot, elle s'applique que aux français. Effectivement, en fait, dans les autres langues européennes, tout ce qui désigne les manchots, ça va ressembler de près ou de loin à penguin, et on a tout simplement l'anglais qui va dire penguin. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode. Mathilde, je te retrouve très vite pour parler d'un nouvel aspect de la vie des manchots. D'ici là, prends soin de toi. Salut Mathilde. Salut. Et salut Marc. Salut mesdames, grand merci pour cette nouvelle collection de PPDP, Petit Poisson deviendra podcast. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà. C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production? Rigolade! C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. Tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. Tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.